Salut, j'espère que tu vas bien. Salut Maxime, très bien. Ça va bien et toi? Parfaitement, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Très rapidement, je vais te présenter. Tu es rédacteur chez Cryptost et fondateur de AdoptBlock, mais aussi tu es un fervent Bitcoin maximaliste qui connaît très bien les sujets en lien au Bitcoin et aux pays en voie de développement. Et, euh, et dis-moi si je t'ai bien résumé, mais c'est comme ça que je te vois de l'extérieur. Ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal avec le mot Bitcoin maximaliste, même si c'est vrai que j'en suis un. Je suis plus maximaliste des réseaux résistants à la censure. Donc c'est pour ça peut-être que tu me qualifies comme ça, parce que je considère que les autres réseaux monétaires autres que Bitcoin sont peu résistants à la censure. Mais voilà, en général, je suis plus, je pense qu'on va en parler avec le document que j'ai écrit sur l'Iran, c'est vraiment que enfin, je suis très bullish, si on peut dire ça, sur les réseaux qui sont décentralisés et résistants à la censure. Et pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir un réseau similaire à Bitcoin si c'est pas résistant à la censure, même si ça a des avantages, bien sûr. Et pourquoi ces réseaux sécurisés et décentralisés te plaisent beaucoup? Bah, ça permet d'avoir beaucoup d'avantages. Donc, Bitcoin permet une inclusion financière, donc des personnes qui n'ont pas forcément accès à un système bancaire et qui vivent principalement sur du cash peuvent, grâce à Bitcoin, avoir ce qui se rapproche d'un compte bancaire et d'être propriétaire de fonds de manière digitale. euh, et donc, de tout simplement être plus efficient, d'échanger plus rapidement euh, pour relativement peu cher. Et aussi parce que c'est résistant à la censure et donc ça permet à plein de gens, y compris les Européens, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait avec surtout avec la montée de l'extrême droite en ce moment. On ne sait pas comment est-ce que les politiques peuvent évoluer. Donc c'est important d'avoir un réseau et de communication et de transfert de valeur qui est résistant à une politique qui peut tourner vers le totalitarisme. Et donc il y a d'autres périodes, enfin d'autres endroits autour du monde qui sont déjà dans ce cas-là. Et donc Bitcoin fait du sens pour ça. On pourra en parler un peu plus tard sur ce sujet, notamment Ouais. avec ton document sur l'Iran. Et pour commencer, je voulais un peu savoir quel est ton parcours, comment tu es arrivé dans la crypto et qu'est-ce qui t'a emmené à être autant actif aujourd'hui parce que tu étais, j'ai l'impression que tu es un peu sorti de nulle part et je sais, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Ouais, on en a parlé rapidement avant. C'est vrai que je suis pas très connu. Ça fait que un an que je travaille avec Cryptost, comme tu l'as dit. Et donc mon background n'a rien à voir ni avec la finance, ni avec l'écriture, ni avec le littéraire. Moi, j'ai fait des études de sport, donc j'ai un diplôme de coaching sportif. Et avec le Covid, j'ai pas vraiment pu exploiter ce diplôme ni travailler. À part quelques tafs et stages que j'ai pu faire, tout a été un peu bloqué dans cette période-là, donc j'ai pas pu me lancer dans dans ce domaine. Et donc je me suis orienté vers d'autres choses, et comment dire, j'ai commencé à apprendre un peu tout ce qui est trading, etc. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu tout cet univers, j'ai intégré une sorte d'académie en ligne qui était, bon, certaines personnes peuvent appeler ça un Ponzi, c'est plus du MLM, marketing relationnel, etc. Où en fait, eux, ils gagnent leur argent avec de l'affiliation en échange, en prétextant la vente d'une formation. Donc moi, c'est par cette formation-là que je suis rentré un peu dans le domaine de l'investissement. Quelque chose qui m'a beaucoup parlé au début parce que les messages, enfin les idées transmises, c'était au trading, on peut être indépendant financièrement. Donc se générer un salaire sans dépendre d'un patron. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, enfin qui m'a beaucoup touché dès le début. Mais ensuite, je m'en suis éloigné parce que plus on s'implique dedans, plus ça s'apparente à du Ponzi.
Et donc j'ai quitté ça et décidé tout simplement de faire mes connaissances par moi-même. Donc j'ai pas mal, en sortant de cette sorte d'académie, j'ai fait des recherches sur l'économie en général, sur la monnaie, comment elle fonctionne, les banques centrales. Et c'est par là que je suis un peu tombé dans Bitcoin, où j'en ai entendu parler par un pote qui me dit, ah, les cryptos, c'est trop bien, on peut trader 24 heures sur 24. Je me suis dit, oh, c'est cool, je pourrais trader même le week-end. Et c'est par là, en m'intéressant du coup à Bitcoin, aux cryptos, comprenant, essayant de comprendre euh, tout ça, que je suis rentré dans les cryptos, quoi. Et ensuite, comment je suis venu à travailler avec Cryptost? Bah, tout simplement, en devenant convaincu par Bitcoin, j'ai tout simplement voulu faire de l'éducation autour de ça, en parler autour de moi, faire de la documentation euh, et convaincre les gens autour de moi, tout simplement. Et donc, ça m'a mené à écrire des choses, à créer mon site. Donc, tu m'as présenté comme fondateur de AdoptBlock. C'est pas vraiment une entreprise. En fait, c'est juste le nom de mon site. Il y a pas d'entité derrière. C'est juste un site que j'ai créé moi-même. J'ai acheté le domaine et voilà, je publie des écrits par moi-même ou des traductions des articles que je fais pour Cryptost. Donc, mon site est en majorité disponible en français, anglais, espagnol. Il y a aussi d'autres langues sur certains articles. Et donc, c'est grâce aux premiers écrits que j'ai fait dessus que j'ai pu euh, enfin, que je me suis senti capable de contacter Cryptos, leur proposer de travailler ensemble. Donc tout simplement, ils m'ont accepté au début et petit à petit, j'ai commencé à écrire pour eux de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui être quasiment à temps plein. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à Ok. toutes tes questions. Oui, tu as très bien répondu et je veux rebondir sur la partie article. Pourquoi avoir décidé d'écrire des articles et pourquoi Cryptost? Pourquoi des articles? Parce que c'est un bon support pour moi-même collecter mes connaissances, c'est-à-dire faire juste un résumé de ce que je connais ou de ce que je comprends et pour m'exprimer et aussi pour m'en servir pour l'envoyer à des personnes qui seraient intéressées, pour les convaincre, comme ce que je disais juste avant. Et donc ça peut être aussi quelque chose où bah, soit je leur envoie, soit je l'utilise moi-même pour, euh, pour m'en servir comme support, quoi. Et pourquoi Cryptos? Bah, tout simplement parce que c'est le média qui m'a fait vraiment commencer, je pense, et comprendre vraiment les crypto-monnaies, notamment avec les podcasts qui étaient faits par Valentin. Donc, si vous allez sur, par exemple, la chaîne Spotify de Cryptost, maintenant, il y a des podcasts que moi, je fais moi-même, que je host, mais si vous allez aux tout premiers épisodes, c'est des épisodes que Valentin avait fait et qui reprennent un peu la base de l'histoire de Bitcoin, puis Ethereum, puis la DeFi, etc. Et ça a été vraiment mon premier point d'entrée, mon premier point enfin, les premières documentations qui m'ont aidé à comprendre ce qu'était Bitcoin. Et, euh, et ensuite, enfin, je pense que c'est le média aussi le plus sérieux dans l'écosystème français. Donc, quand on pense à médias crypto en France, on pense directement à Cryptost. Un peu moins à Journal du Coin qui fait du bon travail, mais je pense que quand même Cryptost est au-dessus. Et donc voilà, j'ai voulu intégrer l'équipe tout simplement et j'en fais partie maintenant. Et aujourd'hui, comme tu dis, tu fais des spaces, même des podcasts, etc. Pourquoi être dirigé aussi vers ça? Tout simplement, ça part d'une envie de faire du contenu Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire focus sur Bitcoin, même si je suis très ouvert en réalité à toutes les autres crypto-monnaies, à toutes les innovations qui se passent sur le marché. Je voulais... En fait, je pense que c'est nécessaire pour un média comme Cryptost de faire du contenu focus sur Bitcoin, parce que moi-même, en tant que follower de Cryptost, je me perdais un petit peu dans leur contenu où il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Et donc, en intégrant leur équipe, je me suis dit, bah, il faut que je crée ce que moi-même j'aurais aimé écouter. Et donc, l'idée m'est venue de faire ça. Donc, on est aussi sur Twitch, on fait des lives tous les jeudis matin maintenant. Et donc, j'essaie d'apporter cette petite patte de Bitcoin maximaliste où même quand je vais être d'accord avec certains points de vue d'Ethereum, de fans d'Ethereum ou Solana ou autres, je vais toujours essayer de faire un peu l'avocat du diable, ou enfin l'avocat de Bitcoin et promouvoir un autre discours. Et voilà. Et c'est vrai que tu as écrit aussi plus de 200 articles pour Cryptost et tu me parles pas seulement de Bitcoin, tu t'intéresses aussi aux altcoins et tu rédiges en soi pour un peu des sujets dans tout l'écosystème.
Comment tu vois les altcoins comparés à Bitcoin? Pour moi, donc je fais vraiment la différence entre les cryptos et Bitcoin. Pour moi, Bitcoin est vraiment à part pour des raisons de... Enfin, pour moi, c'est juste tout simplement pas le même objectif. Même s'il y a des cryptos qui essaient de copier Bitcoin, pour moi, tôt ou tard, elles vont tendre vers zéro. Il suffit de voir le chart Litecoin versus BTC et vous verrez la différence. Donc, tout ce qui est Bitcoin alternatif, Caspa et j'en passe, pour moi, ça finira dans le même sac. Maintenant, les autres crypto-monnaies, c'est donc, par exemple l'Ethereum et toutes les blockchains d'infrastructure de smart contracts sont intéressantes parce qu'elles représentent, j'aime bien le présenter comme ça, en fait, les Ethereum. Donc, je parle d'Ethereum peut-être en parlant de tous les layers 1 programmables, Solana, Avalanche, etc. Ethereum est une avancée technologique par rapport au système financier actuel, mais est une régression technologique par rapport à Bitcoin et CL2, parce que tout simplement, il ne bénéficie pas de la décentralisation que Bitcoin a. Pardon. Et, euh, pour moi, Ethereum, c'est un peu la recréation du système financier traditionnel, mais sur une blockchain. Donc c'est plus efficient, c'est peut-être plus rapide, c'est peut-être moins cher, c'est peut-être plus accessible pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire, mais ça reste le même système qui reproduit le système d'obligation et centralisé qu'on a avec les fiat. Et pour toi, est-ce que tu as par exemple un parallèle avec le monde traditionnel? Par exemple, Bitcoin, c'est l'or. L'or, par exemple, l'or numérique. Euh, Ethereum, pour toi, c'est quoi? Et je voulais un peu voir comment tu te différencies par rapport au monde traditionnel. Bah, c'est vrai enfin, on peut facilement dire que Bitcoin, c'est l'or numérique parce qu'il reprend un peu ses qualités. Mais c'est vraiment différent parce que bah, il y a déjà tout l'aspect de minage en fait qui est complètement différent où le minage de Bitcoin, le minage de l'or pardon est polluant et dévastateur des endroits où est-ce qu'on le mine, alors que Bitcoin, son minage justement peut être utilisé pour développer les énergies renouvelables, pour améliorer les infrastructures électriques, etc. Donc l'image qu'on voit de Bitcoin de pollueur et destructeur de la planète est complètement faussée. Et donc, c'est ce que j'ai appris d'ailleurs même en écrivant sur Bitcoin, où je me suis forgé cette image de là en approfondissant et en comprenant mieux ce qui se passe. Donc, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Et, euh, et l'or est encore, en fait, pour moi, l'or est encore très capitalisé parce que il a le bénéfice d'avoir été là avant. Mais sinon, il, car- enfin, sa valeur est stable parce que on l'utilise depuis des millénaires. Mais en termes de caractéristiques pures, pour moi, l'or est quand même inférieur à Bitcoin parce que l'or est censurable, parce que l'or n'est pas facilement vérifiable. C'est facile de créer un faux lingot d'or avec un autre métal à l'intérieur, par exemple. C'est difficile de le transporter, c'est difficile de le diviser. Et Bitcoin a toutes les qualités de l'or avec ses défauts en moins. Ensuite, sur Ethereum, en fait, c'est plus le système de Proof of Stake que je compare aux obligations parce que, en fait, c'est tout simplement bah, une personne qui a des fonds, euh, qui a de l'argent, donc on peut les décrire comme un riche si on veut. Enfin, une personne qui a des fonds va tout simplement bloquer ses fonds quelque part et générer un intérêt et récupérer ses fonds plus tard, après un certain temps. Et donc, euh, si on extrapole comment dire, cette présentation, bah, ça peut à la fois définir le système d'obligation avec les monnaies fiat et à la fois le proof of stake. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir de l'Ether. Enfin, ça peut être un bon investissement, mais la santé du réseau, en fait, enfin, comment dire, le consensus d'Ethereum va être enfin, au final, à terme, similaire au consensus d'une banque centrale aujourd'hui. Même si ce sera décentralisé dans le sens où il n'y aura pas une entité comme une banque centrale qui va la gérer, mais ça va être un groupe d'entités qui va la gérer mais qui vont plus ou moins tout aller un peu dans le même sens, de la même manière que la Banque centrale des États-Unis et celle d'Europe vont dans le même sens. Tu parlais de la pollution de Bitcoin. Et il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas grand-chose et qui disent ça. Et je voulais savoir
comment tu pourrais arriver à convaincre ces personnes-là qui critiquent la pollution de Bitcoin, que Bitcoin polluera plus que n'importe quoi sur Terre, etc. En fait, cet argument donc, que les détracteurs de Bitcoin utilisent, il est basé sur une mauvaise conception de comment l'industrie de l'énergie fonctionne. C'est-à-dire qu'on pense que parce qu'en France, bah, on a une crise de l'énergie, en Europe là dernièrement, notamment, enfin, encore plus importante en Allemagne par exemple, mais aussi en France, et que les prix explosent, on se dit, ah, on manque d'énergie. Il n'y a pas assez d'énergie, l'énergie, enfin, il y en a tellement peu que ça devient trop cher pour qu'on l'utilise. Mais en réalité, c'est pas qu'il manque d'énergie, c'est juste qu'elle est mal acheminée. Et en France, dans le monde, mais aussi en France, on produit l'énergie en abondance, mais juste elle est mal acheminée et elle est produite soit au mauvais moment, soit à des mauvais endroits. Et donc, ça crée à des endroits de l'énergie qui est très chère et à d'autres endroits de l'énergie qui a un prix même négatif. Donc on a pu le voir par exemple pendant le Covid où le prix du baril de pétrole était en négatif. Bah, en fait, ça se produit à plein d'endroits. Aujourd'hui, là maintenant, des centrales qui produisent, enfin qui vendent de l'énergie en négatif, c'est-à-dire que même limite ils sont prêts à payer quelqu'un pour qu'il consomme son énergie parce que sans ça, elle serait pas utilisée et ça dégrade le matériel électrique si c'est pas exploité. Et donc, Bitcoin, en fait, c'est la seule industrie. À chaque fois, il y a plusieurs personnes qui peuvent nous dire oui, mais on pourrait utiliser cette énergie pour autre chose, la stocker dans des batteries ou autre chose, ou faire venir d'autres industries. Mais la solution des batteries n'est pas viable parce que c'est très polluant et c'est très coûteux, c'est pas rentable. Et ensuite, à chaque fois, je demande, mais quelle autre industrie, en fait, est-ce qu'on pourrait déplacé au pied d'une centrale électrique, que ce soit nucléaire, charbon, pétrole, comment dire, hydraulique, éolien, etc. Quelle autre industrie on pourrait la déplacer? Et une fois que cette énergie est consommée, ou une fois que on n'a plus besoin d'avoir un consommateur d'énergie là et qu'on a trouvé une autre demande autre part qui, elle, va rapporter plus d'argent à la centrale, euh, est-ce que cette industrie pourrait se déplacer et aller autre part? Aujourd'hui, je ne connais pas d'industrie et personne jusqu'ici n'a su me montrer une autre industrie qui pouvait le faire. Il n'y a que Bitcoin qui est capable de se transporter, d'aller un jour consommer de l'énergie issue de gaz de torche, l'autre jour, enfin le mois suivant, de se déplacer et aller chercher de l'énergie hydraulique, etc. Et donc, en fait, ça permet globalement, si on utilisait du minage de Bitcoin un peu partout autour du monde, de monter notre consommation en énergie, qui pourrait être vue très négativement par plein de personnes. Mais en fait, si cette énergie vient d'énergie renouvelable ou d'énergie gaspillée, en fait, on rendrait le système électrique beaucoup plus efficient et surtout enfin, beaucoup plus rentable et moins cher pour l'utilisateur final et moins polluant parce que justement, on utiliserait cette énergie qui est gaspillée et, euh, et qui n'aurait pas, oui, qui n'aurait pas été utilisée. Donc voilà un bref résumé. C'est beaucoup plus profond que ça en réalité, mais ça prendrait trop de temps à décrire. Bah pour ceux qui veulent en savoir plus, Alexandre Stachenko, il avait écrit un très long article d'1 heure qui explique très en détail ce que tu viens d'expliquer. Donc, Oui, il me semble que donc, c'est le minage de Bitcoin, une solution contre-intuitive pour l'industrie de l'énergie, ou je sais plus exactement. Et d'ailleurs, donc j'ai le écrit un changement papier. climatique. De quoi? Donc le changement climatique. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit un T'as papier. écrit un papier? Oui, j'ai écrit un papier, je disais, un mois, je crois, avant la sortie du papier d'Alexandre Stachenko. J'arrive pas à dire son prénom, désolé s'il nous écoute. De Stash, on va l'appeler Stash. Euh, qui s'appelle Orange is the New Green. J'ai toujours du mal à le dire, donc Orange est le nouveau vert. Donc qui décrit un peu en fait ce qu'il décrivait. En fait, je reprenais un peu tous les mêmes points que lui prenait, mais en beaucoup plus court. Donc pour ceux que ça intéresse, qui veulent pas se taper 1 heure de lecture de Alexandre, j'ai un article sur mon site. Donc voilà, c'est Tu lui prends des parts de adoptblog.com. marché. Voilà, mais bon, j'ai eu moins de succès que lui forcément, mais ouais, au final, j'ai abordé les mêmes sujets. On a sûrement dû commencer à faire des recherches au même moment, mais lui a fait un papier beaucoup, beaucoup plus complet et professionnel. Donc voilà.
tu parles des problèmes d'énergie, mais aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment économiques, la censure des gouvernements, etc., notamment dans les pays en développement. Et je voulais en savoir plus sur notamment la situation de l'Iran ou d'autres pays comme l'Argentine, l'Ukraine, etc. Comment Bitcoin peut régler ces problèmes concrètement? Bah, ça dépend de quel problème tu parles, parce qu'il y en a plusieurs. On va, Donc, non, je sais pas, tu voulais prendre un exemple, enfin, un point yes, précis. par exemple, problème économique en Iran. Je voulais. Ouais, bah en fait, du coup, j'ai écrit un papier sur l'adoption de Bitcoin en Iran, mais je prends cet exemple pour plein de raisons. Mais une de ces raisons, c'est qu'en fait, l'Iran mélange un peu tous les problèmes qu'on voit. Donc, tu as cité l'Ukraine, tu as cité l'Argentine. Bah, tous les problèmes qu'il y a dans ces pays-là, ils sont aussi en Iran et il y a même d'autres problèmes qui complexifient un peu la chose. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant du contexte en Iran, le gouvernement est totalitaire. Il tue les libertés de ses citoyens, principalement des femmes aussi, mais des hommes aussi, de toute sa population. Il interdit, par exemple, la consommation d'alcool, il interdit l'écoute de certains types de musique, de certains films. Il y a beaucoup de censure dans plein de choses. Internet est censuré, tous les réseaux sociaux, genre Instagram, WhatsApp, etc., sont censurés, sont inutilisables. Ensuite, il y a aussi un embargo international qui est installé sur l'Iran qui empêche les Iraniens de commercer à l'international, donc ils n'ont pas accès à des transferts bancaires comme nous on peut avoir, on peut envoyer de l'argent à l'étranger facilement. Là-bas, ce n'est juste pas possible. C'est pas qu'ils payent cher, c'est que c'est juste pas possible. Euh, et, et donc ça ferme l'économie tout simplement au monde, au monde entier. Et donc cette situation fait qu'il y a une forte inflation. Donc l'année dernière, on avait atteint environ 40% d'inflation, euh, donc sur un an. Ce qui fait que sur les 10 dernières années, on a atteint 95% d'inflation. Donc en gros, en fait, c'est la monnaie qui a perdu presque toute sa valeur en 10 ans. Il y a aussi beaucoup de chômage, donc les chiffres officiels disent 7,5% de chômage, mais ça c'est les chiffres officiels. Forcément, dans la réalité, je pense que c'est un peu plus haut, avec aussi 20,5% de chômage chez les moins de 24 ans. Donc pareil, les chiffres réels sont sûrement beaucoup plus hauts. Et tout ça, en fait, pousse la population à faire un marché parallèle en cash, en dollars ou en d'autres actifs dont les crypto-monnaies, principalement Bitcoin et les stablecoins, pour essayer de survivre en fait et d'essayer de contrer bah, l'inflation, la censure du gouvernement, les taxes, etc. Et donc beaucoup se fait de manière informelle, sur le marché noir, si on peut dire. Euh, et donc Bitcoin est un des outils qu'ils utilisent pour justement éviter euh, l'inflation un maximum et la censure du gouvernement. Voilà, petit résumé. C'est vrai que t'es le seul qui parle de la situation de l'Iran, notamment en France, avec Bitcoin. Comment t'as réussi à trouver, comment t'as choisi plutôt ce pays en question et pas un autre? Bah, en fait, je suis moi-même à moitié iranien. Et donc, enfin, je m'intéresse à ce qui se passe dans ce pays, forcément, parce que j'ai encore de la famille là-bas, donc forcément, ça m'intéresse. Et surtout en 2022, où il y a eu de grosses manifestations suite au meurtre de Mahsa Amini, qui était une jeune femme je crois qu'elle avait 22 ans à ce moment-là, qui s'est faite tuer par les policiers lors de son arrestation. Un peu une affaire similaire à Adama Traoré en France, mais là parce que justement elle portait mal le voile, le hijab. Et donc elle a été tuée par les policiers pendant l'arrestation. Et derrière, il y a eu beaucoup de manifestations qui a entraîné des milliers d'arrestations, des centaines de morts dans, dans les rues, 500 personnes mortes, 20 000 personnes arrêtées et 7 personnes ont été exécutées après les manifestations. Et donc
enfin, tout ce mouvement-là m'a vraiment fait m'intéresser beaucoup plus à ce qui se passait là-bas, un peu plus dans le détail, encore plus qu'avant. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, j'ai beaucoup entendu parler de l'Iran comme un pays qui minait beaucoup, qui utilisait Bitcoin sur les réseaux sociaux, etc. Mais je trouvais pas de papier concret qui relevait un vrai témoignage de personnes qui l'utilisaient. Et donc un peu de la même manière de ce que je disais juste avant, c'est bah, je me suis dit, bah, il y a personne qui le fait, donc je vais le faire moi-même. Et donc pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que j'allais le faire tout simplement. C'est vrai que tu es très informé sur l'actualité, notamment avec les pays en développement. Et je voulais un peu savoir ton avis, c'est-à-dire la différence de mentalité entre les pays en développement, notamment l'Iran, qui ont une inflation élevée, et les pays développés, notamment la France. Comment ils voient Bitcoin, quelle est la différence entre ces deux types de pays? Bah, en réalité, il n'y a pas de différence dans le sens où on cherche tous la même chose, à soit s'enrichir, soit à préserver sa valeur dans le temps. C'est vraiment la priorité, encore plus en Iran, encore plus en Argentine, parce que ils font face en fait à une inflation. Et donc, même s'il y a de la censure, même si les gens se font tuer dans la rue, même s'il y a un embargo international, la première chose qui impacte leur vie, c'est leur pouvoir d'achat. Et donc, c'est la première chose pour laquelle ils se battent tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, ils se lèvent, ils se disent, aujourd'hui, je vais sûrement aller travailler pour gagner de l'argent, mais cet argent-là, il faudra que je le garde la valeur que j'ai, il faudra que je le garde. Donc, pour eux, enfin, leur combat, c'est de trouver une manière de sauvegarder cette valeur. Donc, forcément, Bitcoin est une solution parce que nous, en tant que fans de Bitcoin ou de crypto, on sait que c'en est une, mais principalement, c'est l'or, le dollar aussi qui est très attrayant et très demandé là-bas. Et donc, parce que le dollar est très demandé et qu'il y a des difficultés, enfin, le dollar ne circule pas bien là-bas, principalement à cause de l'embargo, mais comme dans tous les pays qui n'ont pas de dollar comme monnaie légale, c'est très compliqué de se procurer du dollar. Euh, et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, forcément, une des solutions qui est née il y a quelques années, c'est l'utilisation des stablecoins. Tout simplement, grâce à un portefeuille sur un téléphone, ils peuvent avoir accès à du dollar, ils peuvent avoir accès à une valeur qui, en fait, qui est plus stable que leur monnaie. Et, et donc, voilà, pour eux, vraiment, la vraie première priorité, c'est sauvegarder leur pouvoir d'achat. Et ensuite, tout le reste, résister à la censure, enfin, combattre les discriminations, etc., ça vient que plus tard. Donc, il n'y a pas forcément de différence. Et c'est pour ça que, notamment, il y a des études enfin, qui montrent que, d'ailleurs, j'utilise dans mon document, qui montrent que, en majorité, enfin, ils détiennent beaucoup de Bitcoin. Enfin, pour les personnes qui détiennent des cryptos, détiennent beaucoup de Bitcoin, mais aussi beaucoup de ce qu'on peut appeler des shitcoins, du coup, même si dans la bouche d'un maximaliste, tout est un peu un shitcoin. Mais enfin, je crois que la crypto-monnaie numéro 2 c'est Shiba, Dogecoin qui doit être pas loin derrière. Euh, Parce qu'en fait, pour eux, même la pire des crypto-monnaies, même qui perd 50% de sa valeur par jour, par an, bah, c'est toujours moins que la monnaie locale. Donc, n'importe quelle crypto pour eux est un bon investissement en fait. Tu parlais de shitcoin. Est-ce que pour toi, les stablecoins sont des shitcoins? Euh, Dans un sens, oui, si on veut, parce que faut savoir que quand on est maximaliste et qu'on dit shitcoin, en général, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est plus par ironie ou sarcasme. Bien sûr, enfin, même si on ne croit pas en un projet ou qu'on est critique d'un projet, c'est pas forcément un, un shitcoin. Mais dans un sens, oui, le dollar en tant que tel est un shitcoin parce que bah, il y a de l'inflation, donc ça veut dire juste en détenir, enfin les monnaies fiduciaires et le dollar qui est la première monnaie fiduciaire, c'est les seuls actifs que en les détenant, tu es sûr que tu vas perdre de l'argent. Tu détiens du Shiba ou même une crypto-monnaie qui a 1 million de capitalisation. Tu as toujours ce doute de potentiellement à la fin de l'année, je serai en plus-value. Alors que le dollar, c'est le seul actif où tu es sûr de perdre de l'argent. Enfin, je dis le dollar, mais l'euro aussi, les monnaies fiduciaires aussi. Parce qu'elles sont by design faites pour qu'elles perdent de l'argent au fil du temps.
Donc en soi, oui, peut-être que le dollar, c'est le shitcoin ultime, oui, enfin sûrement. Donc si c'est un stablecoin, peut-être que le stablecoin est une meilleure forme que le dollar, parce que potentiellement tu peux l'avoir sur Ethereum, qui est un peu plus décentralisé que le système bancaire. Donc peut-être que les stablecoins sont une meilleure forme de dollar que le dollar lui-même. Peut-être le cash peut-être c'est un peu mieux quand même. Et c'est quoi un peu ta définition de shitcoin? Bah, j'en ai pas vraiment. Ça dépend de qui j'ai en face de moi, quoi. Si j'ai envie de vraiment être sarcastique, j'ai tout appelé un shitcoin. Et si je veux être objectif, bah, shitcoin, ce sera. Même Dogecoin, je le considère pas forcément comme un shitcoin, mais parce que c'est plus. Enfin, si on veut être correct, c'est un meme coin qui est construit pour faire une blague et ridiculiser. Enfin, comment dire, faire une ironie du système financier actuel. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de vrais shitcoins, à part vraiment les low cap qui n'ont pas de vocation. C'est plus des scam coins, du coup, qui sont créés juste pour que le créateur gagne de l'argent et pas pour créer de vrais projets. Il n'y a pas vrai. Honnêtement, si je veux être 100% honnête, il n'y a pas vraiment de shitcoin à proprement parler. Mais le mot s'utilise en fonction d'avec qui tu parles, dans quelle discussion, etc. Donc voilà, si jamais il y a des shitcoiners qui nous écoutent, sachez que quand on utilise le mot shit, enfin merde en anglais, c'est plus par sarcasme, je pense, dans la majorité des cas en tout cas. Et pour toi, c'est quoi c'est quoi le plus gros shitcoin? Le dollar ou Shiba? Hmm, bah, je dirais quand même le Shiba, hein, mais parce que le dollar, enfin, il y a quand même une grosse économie qui tourne dessus, mais le Shiba, il y a pas de gros projets. C'est un peu vide, quoi. Donc ouais, je dirais Shiba quand même. Un peu de respect pour le dollar. Ah, bah, très bien. Euh, très récemment, Bitcoin prend de plus en plus de valeur avec les ETF et il prend beaucoup plus, prend plus d'impact que d'autres altcoins, notamment l'Ether. Je voulais voir un peu quelle est ta vision dans les prochaines années de l'écosystème, tant en termes de prix qu'en termes d'évolution, etc. De l'écosystème, c'est-à-dire toutes les cryptos en général ou juste Bitcoin? Bitcoin et les autres cryptos. Quelle est ta vision de l'écosystème dans quelques années? Pour moi, Bitcoin va vraiment, enfin, il l'a déjà, mais il est plutôt en train de l'apprendre. Mais je pense que d'ici quelques années, il aura vraiment sa place de réserve de valeur, où tout le monde sera d'accord pour dire, OK, bah, d'ici 5 ans, Bitcoin aura 20 ans, et bah, on sera tous d'accord pour dire que Bitcoin a préservé sa valeur au fil du temps, même s'il est très volatile, qui se prend moins 80 certaines années, au fil du temps, il est quand même beaucoup plus enfin, il y a une volatilité en gros qui monte, à l'inverse du dollar qui a une volatilité qui descend. Euh, et donc pour moi, Bitcoin aura vraiment cette figure de valeur refuge et digitale. Ensuite, donc forcément, je pense que son prix sera beaucoup plus élevé qu'il l'est aujourd'hui. Je vais pas donner de prédiction, mais il peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Ensuite, pour les autres crypto-monnaies, c'est très difficile à dire parce que à part Ethereum, c'est très compliqué de prédire. Même Solana, par exemple, qui est, je crois, la troisième ou quatrième, où il y a Binance Coin, enfin le BNB juste avant. Enfin, c'est deux crypto-monnaies qui peuvent très bien mourir dans un an. C'est pas sûr du tout, alors qu'Ethereum, je pense, est un peu plus installé quand même. Je pense qu'Ethereum va continuer à prendre en valeur. Je pense qu'à moyen terme, d'ici 1 ou 2 ans, il peut recommencer à surperformer le cours du Bitcoin. Ensuite, en termes de prix, je ne sais pas trop où est-ce que ça arrivera à terme, parce que bah, potentiellement enfin, que le token sera déflationniste, qu'il y aura toute une économie qui tournera sur le réseau et donc potentiellement que l'Ether prendra beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup, beaucoup de prix en tout cas. Mais je pense que peu à peu, il va perdre en valeur intrinsèque parce qu'il sera enfin, il aura perdu définitivement euh, sa résistance à la censure, sa souveraineté, euh, comme on le voit tout simplement avec. Même maintenant, sans avoir d'ETF, on a déjà environ, la dernière fois que j'ai regardé, c'était hier ou avant-hier, je crois, 36% des blocs Ethereum
OFAC compliant, donc c'est-à-dire qu'ils respectent les lois des États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils censurent les adresses des Russes, par exemple, ce qui d'un point de vue démocratique est très problématique. Et donc je pense que si avant les ETF, on est déjà à 36%, sachant qu'il a déjà été plus haut par le passé, je pense qu'après les ETF, si BlackRock commence à s'emparer de BlackRock et les autres émetteurs, hein, je prends l'exemple de BlackRock parce que c'est le plus gros, mais les autres émetteurs, s'ils sont tous aux États-Unis, ce sera la même chose. Je pense que ça s'arrangera pas. Quand on voit que Bitcoin, là, en 6 mois, les ETF détiennent 4,4% des Bitcoins en circulation. La même chose sur Ether, enfin, la continuer sur plusieurs années. Je pense que ça va pas améliorer sa situation. Donc, voilà. Ensuite, le reste, en fait, c'est un peu trop volatile pour dire vraiment à quoi ça va ressembler, mais je pense que l'avenir, oui, l'avenir sera sur des L2 ou L3 d'Ethereum. L'avenir de la finance traditionnelle bougera, je pense sur Ethereum. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont se développer sur Bitcoin et que moi, personnellement, j'utiliserai. Je voulais notamment parler des innovations sur Bitcoin. Notamment, il y a de plus en plus de L2, pas mal d'innovations. Tu penses, tu penses comment tu peux, quelles sont les innovations qui se produisent sur Bitcoin, et aussi comment tu vois les innovations de Bitcoin dans quelques années? Tu penses qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va moins marcher, etc. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui vont marcher parce que tout simplement, déjà le prix de Bitcoin va attirer plein de gens. Donc, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on ait vraiment une adoption de masse et que quoi qu'il arrive, ça se fera tout seul. On n'a pas besoin de faire de grosses campagnes ou quoi. Je pense que ça va venir tout seul par le prix et par l'outil tout simplement, où à terme, on pourra créer des outils qui seront utilisés par tout le monde sans qu'ils s'aperçoivent que ce soit Bitcoin en dessous. Ensuite, en termes d'innovation précise, euh, il y a plusieurs degrés d'innovation sur Bitcoin. En fait, il y a déjà sur la main chain, donc sur le layer 1, si on peut appeler ça comme ça, et les innovations sur les L2. Donc, le layer 1, déjà, il y a tout ce qui est mini-script, c'est-à-dire tout ce qui est changement de script Bitcoin. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en utilisant Bitcoin, si vous envoyez des BTC, c'est pas des BTC, enfin les BTC ne changent pas d'adresse. En fait, enfin c'est juste la clé qui permet de les bouger, enfin comment dire, de les donner à une autre clé. Donc en fait, si moi je veux envoyer des BTC à Maxime, bah, je vais juste lui demander son adresse et je vais dire bah voilà maintenant les BTC que j'ai en ma position, ils seront débloquables par l'adresse de Maxime et plus par la mienne. Et donc en fait, cette manière de dépenser des BTC change, enfin on peut la changer, on peut donner plusieurs choses et justement ça pourrait, enfin ça permet de faire plein de choses, notamment des multisig, notamment des time locks, c'est-à-dire permettre que les BTC soient automatiquement dépensables, enfin dépensés après un certain temps et envoyés vers une adresse précise. Et donc, pour ceux qui connaissent, il y a notamment le portefeuille Liana qui fait ça et qui est très intéressant. Pour tout ce qui est script, du coup, il y a les covenants qui sont en train d'être discutés. Donc, les covenants, c'est tout simplement. Enfin, il y a plein de covenants possibles. Et justement, la communauté est en train de discuter lequel serait bénéfique pour installer. Donc, en fait, il permettrait tout simplement de créer d'autres cas d'utilisation, d'autres cas de dépenses, d'autres manières de dépenses et C'est quoi potentiellement. un ingot? Bah, en fait, c'est ça, c'est créer une sorte de. Enfin, changer le protocole, entre guillemets, pour permettre à des personnes de dépenser leur BTC d'une manière différente. Et enfin, les outils EXO, en gros, si tu veux le terme technique. Et en fait, ça permettrait que plusieurs personnes puissent partager, par exemple, c'est un des exemples, puissent partager des UTXO, donc des pièces de Bitcoin en gros sur la main chain. Et ça pourrait permettre par exemple de rendre Lightning plus scalable, que plusieurs personnes puissent détenir des chains Lightning et s'échangent, donc pouvoir faire passer potentiellement Lightning vraiment à une échelle, une adoption de masse. Même si c'est déjà possible avec des portefeuilles custodiales, ça serait possible techniquement avec des covenants de le faire passer non custodial, donc c'est-à-dire que les personnes soient vraiment détenteurs
propriétaires de leur Bitcoin en utilisant Lightning. Donc ce serait beaucoup plus facile. Mais je ne connais pas encore bien ce sujet, donc je ne pourrais pas en parler plus longuement. Euh, Après, il y a d'autres choses, notamment les DLC, que je suis de très près, notamment l'entreprise 1010 D'ailleurs, je porte faire un petit peu de pub. Voilà, 1010 qui veut dire 21, enfin c'est 21 en binaire en fait, donc 21 par rapport aux 21 millions de Bitcoin, qui en fait est une application qui permet de faire du trading on-chain directement et sur Lightning aussi, mais enfin, ce qui est assez exceptionnel, c'est que ça se fait on-chain, et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que c'est en pair à pair, donc pour ceux qui connaissent LN Market, en fait c'est la même chose que LN Market, mais c'est en pair à pair, non custodial, non, pas de KYC, rien du tout. Donc, à aucun moment, en fait, une entreprise tiers est détenteur de vos fonds, contrairement à LN Market où le moment de votre trade, vos fonds sont détenus par LN Market. Euh, et, euh, et donc ça permet de faire plein de choses, notamment des positions stables, donc une sorte de hedge, et d'avoir du stablecoin, plutôt du dollar, un dérivé du dollar, enfin un dérivé du Bitcoin qui suit la valeur du dollar. Euh, et donc d'utiliser du dollar sur la blockchain, Bitcoin directement ou sur Lightning, sans avoir de stablecoin, sans être censurable, sans être détenu par un intermédiaire, par Tether ou Circle ou peu importe. Euh, donc voilà une des innovations que je suis de près. Donc voilà, il y a plein de gens qui disent que Bitcoin n'est pas programmable, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent, même sur la blockchain en elle-même. Et ensuite, il y a tous les L2. Les L2, il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'ai mentionné le Lightning Network qui se développe et qui est très prometteur. Mais ça va prendre encore quelques années, je pense, avant de passer à une vraie échelle et que tout le monde puisse utiliser du Bitcoin euh, rapidement et peu cher. Les autres L2, il y a RGB que j'attends beaucoup. RGB, ça fait des années qu'ils sont en développement. Ils ont changé beaucoup de fois leur manière, leur approche. Mais de ce qu'ils disent, c'est que ça devrait arriver dans les prochains mois, 6 mois à un an, j'espère. Mais ça devrait être, enfin, de ce qu'ils Ok, disent, c'est, ouais, ça fait déjà des années en fait qu'ils disent ouais, ça arrive bientôt, et au final ils changent à chaque fois des choses. Donc ça peut prendre encore un an, voire 2 ans. Mais je pense que d'ici 6 mois, on pourra avoir des trucs assez concrets. RGB qui est donc un L2 et L3 en même temps, c'est-à-dire qui repose soit sur Bitcoin, soit sur Lightning, qui permet de faire des smart contracts de la même manière qu'Ethereum, et qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de ZK-Proof parce qu'il est nativement confidentiel, où en fait la personne il bénéficie de ce qui s'appelle la validation côté client, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui valide ses transactions et qui vérifie l'authenticité des tokens. Donc c'est vous qui détenez en fait le passé de vos tokens. Donc en détenant un token, vous verrez le passé de ce token-là et vous pourrez vérifier qu'il vient bien de l'origine. Euh, donc ça permet en fait tout simplement qu'on n'ait pas de blockchain comme Ethereum où tout le réseau doit valider tout le réseau, ce qui requiert beaucoup de bandes passantes, etc. Bref, ça partirait un peu trop loin si je vais un peu plus loin sur RGB, mais c'est très très prometteur. Donc ça permettrait de faire des NFT, des smart contracts, des identités décentralisées et des tokens fongibles. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui se passe autour de BitVM. Donc, BitVM, en gros, qui permet de faire une sorte de séquenceur et de créer des roll-ups sur Bitcoin, notamment Citrea. Citrea que je suis de plus ou moins près, qui est le projet d'un roll-up qui repose sur BitVM et donc qui serait un L2 de Bitcoin et qui est, je crois, EVM compatible. Donc, qui serait l'équivalent de Arbitrum pour Bitcoin, mais en décentralisé et sans shitcoin du coup, qui en fait le token natif de Citrea serait du CBTC, donc une sorte de wrap BTC, euh, de la même manière que du LBTC sur Liquid. Mais l'avantage, c'est que grâce à BitVM, ça permet de créer un pont, donc un bridge qui est trustless et donc qui n'a pas besoin d'entité centralisée ou de consensus, enfin de centralisation comme il y a sur Liquid justement, qui permettrait d'être fait de manière complètement trustless, permissionless. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a plein de L2 qui sont en développement, mais c'est, pour moi, c'est moins intéressant que RGB et BitVM. Même si enfin, j'y crois un peu moins. Ça a l'air d'être enfin, des grosses machines qui tournent rapidement, mais qui ne sont pas forcément intéressantes et qui bénéficient pas forcément de la décentralisation de Bitcoin.
On peut mentionner par exemple Stacks. Stacks qui n'est pas vraiment L2 en fait, qui est juste une chaîne qui vient implémenter ses datas sur Bitcoin mais qui ne bénéficie en rien de Bitcoin. Et Stacks qui est potentiellement une des pires blockchains actuellement, mais bon, qui développe pas mal de choses, mais qui sont quasiment pas utilisées. Je crois que ça faisait partie, je crois, enfin, il y a Forbes qui a sorti un article il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, et Stacks faisait partie de leur top 20 des blockchains fantômes ou zombies. Je crois qu'ils utilisaient le mot zombie, c'est-à-dire Oui, c'est bon. ouais, qui sont très utilisés, enfin qui sont très capitalisés, mais très peu utilisés. Donc il y avait parmi eux, il y avait, je crois qu'il y avait Kaspa, il y avait Stellar, euh, Cardano, bref, ce genre de blockchain. Je voulais un peu savoir ton avis parce que il y a beaucoup de projets qui sont en train de... les gens prennent beaucoup d'habitude sur les projets un peu plus EVM, sur la DeFi, il y a beaucoup d'utilités, beaucoup de choses qui se passent. Et sur Bitcoin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Est-ce que tu penses que les gens vont, entre guillemets, revenir vers Bitcoin et comment attirer beaucoup plus d'utilisateurs vers des projets comme RGB, etc. Bah, ça dépend ce que tu appelles un utilisateur. Si pour toi un utilisateur c'est quelqu'un qui juste fait des transactions, oui, il y a sûrement plus d'utilisateurs sur Ethereum et sur CL2 que sur Bitcoin. Maintenant, si tu comptes, enfin, si tu prends en compte les personnes qui sont là juste pour l'appât du gain et pas pour l'utilisation d'une application, et qui viennent juste farmer soit des airdrops, soit utiliser, essayer d'avoir le nouveau token à la mode qui fera x100. Si tu enlèves toutes ces personnes-là, je pense que tu as quand même plus d'utilisation sur Bitcoin, sur Lightning Network par exemple. Euh, donc c'est assez, je pense que c'est à nuancer. Mais oui, en effet, en termes de transactions, il y a quand même plus d'activité sur les alt chains, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, bah, l'utilisation de Bitcoin, je pense que ça va venir petit à petit, que ce soit par les fans d'Ethereum, enfin, ouais, ça va être la même chose en fait. Pour moi, les fans d'Ethereum, c'est la même chose que quelqu'un qui ne connaît rien à la crypto. Au bout d'un moment, Bitcoin va être la solution à utiliser, la solution la plus efficiente, l'actif qui préservera le mieux la valeur dans le temps, et l'actif le plus décentralisé, le plus résistant à la censure. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Tout le monde reviendra peut-être sur Bitcoin reviendra. Je ne sais pas si on peut dire revenir parce que enfin je ne connais personne encore aujourd'hui qui a été donné. Tu m'entends? Ouais. Allô? Alors. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, je disais, je sais pas s'il y a une seule personne qui, une fois s'est intéressée, enfin, est devenue Bitcoin maximaliste et ensuite est revenu à Ethereum. Je pense que c'est plus le chemin inverse qui se fait. Donc, personne vraiment. Enfin, je sais pas si c'est un exemple, mais d'une personne qui a été maximaliste Bitcoin et qui ensuite est partie. J'ai pas d'exemple. Donc, je pense que c'est juste venir, tout simplement. C'est que pour moi, les gens qui sont fans d'Ethereum, c'est des personnes qui n'ont pas encore utilisé comme il se doit Bitcoin ou qui en ont acheté sur un exchange et retiré sur leur wallet, mais sans vraiment prendre conscience de l'utilité que ça a et des cas d'utilisation. Donc revenir, non, mais venir tout simplement, oui, je pense il y a de plus en plus de gens qui vont venir petit à petit. Je pense que t'as très bien, t'as très bien résumé, t'as très bien expliqué. Et je voulais un peu te poser une question assez d'actualité, parce qu'il y a les législatives en ce moment en France. Je veux pas te Hmm. demander pour qui tu votes, mais, mais je voulais plus un peu savoir qu'il y a certains candidats qui sont en train de créer un parti Bitcoin durant les législatives. Qu'est-ce que tu en penses de ce choix et pourquoi ces personnes veulent créer un parti Bitcoin et quel est en soi, quel est ton avis là-dessus? Ouais, je connais pas mal le sujet, j'ai pas mal suivi ce qui s'est passé justement avec les législatives. Euh, mais il y a deux choses qui se sont passées. Peut-être, je pense que tu parles plus de Aurore et Nicolas qui se sont présentés. Parce qu'il y a aussi un compte Twitter qui s'est créé qui s'appelle Parti Bitcoin. Mais j'ai pas vraiment suivi c'était quoi l'objectif et je sais pas vraiment qui est derrière ça. Mais je l'ai suivi un peu par défaut parce que le nom est bien et selon ce qu'il peut proposer, ça peut être intéressant. Mais ce que Aurore et Nicolas, donc Aurore
Galvez et Nicolas Cantu, qui était le suppléant d'Aurore, ont fait tout simplement ils ont voulu proposer une alternative au vote blanc en disant, bah, nous, on propose un vote orange, donc qui promeut les valeurs de Bitcoin, avec principalement 3 points. Le premier, redonner une souveraineté aux citoyens. Le deuxième, utiliser Bitcoin dans la transition écologique. Et le troisième, c'est protéger la vie privée des gens sur Internet. Pour plein de raisons. Voilà, fouiller sur Cryptost, on a écrit pas mal de choses dessus et je les ai même interviewé les deux. Et je trouve ça très très intéressant parce que pour moi, il y a deux issues à ça. C'est soit en effet la création d'un parti Bitcoin à l'image des partis actuels comme le nouveau Front Populaire ou LFI ou Renaissance ou peu importe. C'est-à-dire créer la même chose qui va avoir Bitcoin au centre du, euh, au centre de leur programme. Mais ça pose un problème, c'est que dans la communauté Bitcoin, c'est très divisé. Et il y a autant des libéraux, des capitalistes que des communistes ou socialistes. C'est très 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 divisé. Et je pense que la direction qu'il faudrait prendre, c'est créer un parti qui est vraiment à part et on se met tous d'accord sur certains sujets et les sujets où la communauté Bitcoin, ou enfin, ou en tout cas les personnes qui s'engagent politiquement pour Bitcoin, s'ils sont pas d'accord, et ben tout simplement ne pas prendre parti sur ça. Donc enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, mais je pense que l'objectif d'un parti Bitcoin, ce serait de vraiment défendre les valeurs de Bitcoin et seulement les valeurs de Bitcoin, parce qu'elles s'extrapolent pas juste à l'utilisation de Bitcoin en tant que monnaie légale, etc., mais elles s'extrapolent à plein de choses, dont la protection de la vie privée sur Internet, comment dire, le ralentissement des contrôles que l'État est en train de mettre en place, comment dire, l'arrêt et la non-utilisation des monnaies numériques de banque centrale, et plein, plein, plein de choses en fait qui sont bah, communes en vrai à toute la communauté crypto, si on peut appeler ça comme ça, euh, mais qui sont très, très portées par les bitcoiners. Et donc moi, je suis très, très pour. Et justement, enfin, j'en ai pas mal parlé avec Aurore et Nicolas. Et potentiellement, petit leak peut-être, mais je prendrai part à leur truc au moins pour aider et essayer de donner un peu plus de visibilité. Je pense que avec la visibilité que Cryptos me donne, je pense qu'il y a pas mal, enfin, un gros message à faire passer. Et donc voilà, je suis très, très enthousiaste à l'idée qu'on puisse tout simplement mettre Bitcoin, inviter Bitcoin au milieu des débats euh, et proposer une alternative au vote blanc. Parce que même si derrière il n'y a pas d'élus, Bitcoin, etc., c'est l'exemple que je prenais justement en live, c'est l'exemple du Frexit, où bah, il y a certains partis qui sont pro-Frexit, donc c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, mais c'est une minorité des candidats, et ces candidats ne sont quasiment jamais élus, mais parce qu'ils parlent du Frexit, parce qu'ils sont candidats, on va poser la question du Frexit à Macron, à Mélenchon, à Le Pen, à machin. Et donc en prenant cette place-là de petits partis qui parlent de Bitcoin, potentiellement que ce sujet-là va s'inviter sur les plateaux télé et devenir un sujet politique tout simplement sérieux. Et voilà. Comme un Donc peu aux États-Unis. oui, même si aux États-Unis, déjà, ils parlent plus de crypto que de Bitcoin. Et en fait, ils s'en servent comme argument électoral. Mais l'idée, là, c'est vraiment de mettre Bitcoin en tant que... comment dire, enfin, c'est les valeurs de Bitcoin, en fait, qu'on promeut. C'est pas juste, ah, il faudrait une régulation plus souple. Je pense que ça devrait aller un peu plus loin. Enfin, ça doit aller un peu plus loin. Et en tout cas, je pense que l'objectif de Aurore et Nicolas, c'était justement d'aller plus loin que juste dire ah, il faudrait une régulation plus souple. J'avais une petite question. Je suis assez curieux. Pas de souci. Euh, Imagine, tu marches dans la rue et tu croises quelqu'un, c'est Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, faudrait que je le reconnaisse, mais Non, non. mais Ouais, imaginons, je sais que c'est lui, une révélation, un peu comme si exactement. c'était Jésus qui se révélait à moi. Euh, Exactement. non, bah, en vrai, j'ai pas grand-chose à lui dire, à part juste bah, merci pour ta création. Parce que ce qu'il a fait, c'est assez fou d'arriver, enfin, surtout de la manière dont il l'a fait.
C'est ça le plus important, c'est ça qui fait que Bitcoin a réussi. Si les cryptos étaient la solution, ça ferait bien avant que Bitcoin que ça serait existé, que ça aurait existé. Et c'est vraiment le consensus de Nakamoto, c'est-à-dire mélanger l'eurodatage de la blockchain au proof of work, qui étaient deux concepts qui existaient indépendamment avant Bitcoin, mais que lui a tout simplement liés entre eux. Et c'est ça qui change un peu tout, et surtout d'avoir eu l'idée de faire une monnaie déflationniste au-dessus de ça, parce que sinon ça aurait fait des systèmes similaires à Monero qui seraient intéressants, mais pas autant que Bitcoin aujourd'hui, je pense, parce que Bitcoin coche un peu toutes les cases de ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie déflationniste et résistante à la censure. Donc ouais, je dirais juste, désolé pour cette réponse un peu longue, mais je lui dirais juste merci et j'aurais pas grand-chose à lui dire parce qu'au final, on en parlait justement avec Urban Tech qui tient un podcast euh, sur, euh, sur Satoshi Nakamoto enfin, il révèle plein de choses, plein de recherches qu'il a faites sur lui. Et tout simplement, en fait, ça n'a pas d'importance de savoir qui il est et poser des questions. Son avis même n'importe pas. Euh, je pense que si on avait son avis, sûrement que Bitcoin serait différent aujourd'hui. Et, euh, donc, en fait, c'est cool. Enfin, je dirais surtout merci pour ta création de un, mais aussi merci d'être disparu. Et merci de ne pas avoir continué à prendre la parole. Parce que sinon, ça donne des réseaux similaires à Caspa, par exemple, où le fondateur est toujours actif et se positionne régulièrement sur les réseaux sociaux sur des points de vue politiques. Et Bitcoin ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il avait toujours ça. Très, Donc voilà. très bonne réponse. Je Merci. valide. Je suis d'accord avec toi. Je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais dit pareil. Ouais. J'ai encore deux petites questions. Euh, la majorité des personnes qui nous écoutent sont généralement des étudiants ou des jeunes adultes. Et je voulais te demander quels conseils tu leur donnerais, ceux qui sont encore là et qui écoutent ce podcast. Alors, je sais pas si j'ai un conseil à leur donner. Je suis pas non plus, je suis aussi moi-même jeune adulte. Et bon, je suis plus étudiant depuis un moment, mais je suis aussi jeune adulte. Et, maintenant, avec l'expérience que j'ai, puisqu'on parle de crypto, je dirais juste étudier Bitcoin, intéressez-vous à ce que c'est. Pas forcément en acheter. C'est peut-être le piège de dire achetez-en, buy Bitcoin il y a ce slogan Buy Bitcoin because fuck banks. Je suis pas vraiment, je suis un peu d'accord avec ça, mais pas complètement, parce que je pense que si vous en achetez sans vraiment comprendre exactement le message qu'il y a derrière, ça n'aura pas de sens. Donc je pense que c'est vraiment comprendre, étudier ce qu'est Bitcoin, étudier comment le minage fonctionne, les avantages qu'il apporte, étudier l'économie autrichienne, étudier l'économie keynésienne aussi pour savoir un peu dans quelle merde est-ce qu'ils nous ont foutu, euh, étudier Ethereum, comprendre le proof of stake, la différence avec le proof of work, essayer de comprendre, ouvrir votre esprit et n'hésitez pas surtout à vous déplacer, à rencontrer des gens, confronter vos idées et voilà, même moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, chaque argument que je donne, ne le prenez pas pour content et faites vos propres recherches et venez débattre avec moi sur les réseaux sociaux et que c'est comme ça qu'on avance tout simplement. Voilà le message. En parlant de faire vos recherches, là je vais te faire une petite passe décisive. Est-ce que tu peux donner des ressources pour en apprendre plus sur Bitcoin et la technologie? Ouais, bah on a déjà mentionné le papier de Stachenko. Je pense qu'il est vraiment bien pour la dimension monétaire qui va au-delà de l'énergie en fait, qui va vraiment focus sur l'aspect monétaire de Bitcoin et ce que les monnaies déflationnistes peuvent apporter. Ensuite, je regarde parce que j'ai un petit livre là, je pense qu'il pourra intéresser pas mal de gens, c'est L'élégance de Bitcoin par, on voit pas, ah, voilà, L'élégance de Bitcoin par Ludovic Lars. Peut-être enlever le flou pour bien le montrer, qui est en fait un livre, comment dire, un livre qui reprend un peu toute l'histoire de Bitcoin, son fonctionnement et sa dimension monétaire aussi, et un peu tout ce qui est important à savoir sur Bitcoin, qui se lit très bien, qui est assez rapide, qui est assez épais quand même. Je crois que c'est 400 ou 500 pages, ouais, 400 et quelques, et qui est très très bien fait, je trouve.
Donc, livre à lire. Et ensuite qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il n'y a pas forcément grand-chose d'autre. Je pense que plus la curiosité, en fait, à chaque fois que vous entendez quelque chose à propos de Bitcoin, essayez de vous renseigner euh, sur ce sujet-là, parce que c'est un vrai rabbit hole, donc un terrier de lapin. Et une fois qu'on y rentre, en fait, il y a tellement de choses à approfondir qui sont vraiment intéressantes. Donc, je pense qu'un livre comme justement celui-là est une bonne porte d'entrée. Et, euh, et ouais, je pense que c'est à peu près tout. Moi, je pense que je peux rajouter aussi quelque chose. Vas-y. C'est aussi d'aller voir ton site internet et les articles que tu as pu écrire. Il y a vraiment énormément de ressources pour en apprendre plus. Et même, des fois, je lisais des articles sur Cryptost et je voyais que c'était toi. Et je me suis dit, je me vois de plus en plus souvent, là, c'est pas possible. Donc, Bah ouais. n'hésitez pas. Bah C'est merci, c'est ouais, très intéressant. je voulais pas Et il faire écrit de très bien. l'auto-promo. Je voulais pas faire de l'auto-promo, mais oui, j'essaie de mettre un peu tout ce que j'écris, donc forcément ça aborde plein de sujets. Et donc si ça peut vous servir de porte d'entrée justement pour approfondir ces sujets sur d'autres sources, bah, j'en suis très content. Et notamment si vous connaissez des personnes comment dire, qui parlent pas français, qui parlent anglais ou espagnol, presque tout sur mon site est disponible dans ces langues-là. Et donc voilà. Bah merci pour la passe D. Merci à toi. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est une très très bonne conclusion. Donc en Super. résumé, n'hésitez pas à aller voir son site internet et à lire ses articles et à vous renseigner beaucoup plus sur YouTube et sur d'autres ressources que je mettrai dans la description. En Ouais, tout cas, restez curieux, merci quoi. beaucoup. S'il y a un message que je veux laisser passer, ouais, c'est rester Yes. curieux. Et, euh, et voilà, et ouais, pas grand-chose d'autre à dire. Sinon, je vais partir encore pendant quelques minutes en monologue. En tout cas, merci beaucoup, Marius. C'était un plaisir Merci à d'avoir toi. discuté avec toi aujourd'hui. Et on se retrouve à bientôt pour un prochain podcast. Salut.